Bonsoir à tous, bienvenue à tous, ainsi que monsieur, bien sûr, Hervé Lebras. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'Annecy ce soir. Ce type de rendez-vous auquel vous avez eu la gentillesse de répondre a été initié par la documentation pour favoriser justement la découverte et la rencontre d'auteurs, d'idées, de pensées euh, auprès de nos élèves, mais aussi auprès de toute personne curieuse. Quel que soit le médium, une revue, un film, un livre. En général, l'ouvrage est abordé à la façon d'un projet de design avec ses différents protagonistes, auteurs, éditeurs, graphistes, ceux qui l'écrivent et qui le fabriquent. Ici, ce ne sera pas le cas ce soir, on fait des exceptions quelquefois. Voilà, mais je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas l'école, peut-être l'ENSI est la seule école nationale supérieure de création de design en France consacrée à la création industrielle. Avant de vous présenter la rencontre d'aujourd'hui, nous tenons à remercier bien sûr l'école, notre directrice Frédéric Pain et nos collègues pour leur soutien. Voilà. Donc aujourd'hui, avec cette soirée de numéro 44, c'est à l'invitation d'Olivier Hirt, qui est donc responsable du développement de la recherche ici à l'ANSSI et de la documentation que nous accueillons Hervé Lebras. Alors Hervé Lebras, c'est un homme qui a fait beaucoup de choses. Donc, et qui continue à en faire. Donc, il est donc historien et démographe, polytechnicien. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche émérite à l'Institut national d'études démographiques, plus connu sous le nom de l'INED, fellow de Churchill College à Cambridge. Il a été professeur invité aux universités de Michigan, Virginia, Genève. Il a enseigné à l'École polytechnique, à Sciences Po, à l'ENA. Et une chose d'ailleurs pour laquelle je crois Olivier a beaucoup de curiosité, la géométrie et la perception de l'espace à l'école d'architecture UP8 devenue Paris-Belleville. Et cet enseignement a eu lieu de 1969 à 1988. Il a dirigé la revue Population, le laboratoire de démographie historique CNRS EHESS, et présidé le comité scientifique de la délégation à l'aménagement du territoire, ça nous concerne tous, hein, la DATAR. Il est l'auteur d'environ 400 articles scientifiques et de 60 ouvrages. Donc, entre les questions de migration, les mystères de la population française, l'invention des populations, l'âge des migrations, vous posez aussi la question de la séparation entre la science et la philosophie. Et aujourd'hui, nous sommes réunis autour de la notion d'inégalité avec votre atlas des inégalités. Mais je tiens à préciser quand même qu'effectivement, M. Lebras a sorti un livre récemment en septembre 2023 qui s'intitule La réforme des retraites, expliquée au gouvernement. C'est un essai. Je pense que nous aurons peut-être un petit mot sur ce document-là. Voilà. Et donc, maintenant, cela faisait bien longtemps que nous souhaitions vous inviter ici pour recevoir. Et il a fallu notre impulsion ensemble avec Olivier Hirt, responsable du développement de la recherche à l'INSI, pour que nous vous invitions aujourd'hui. Je lui laisse donc la parole à Olivier, parce qu'il va faire une petite introduction avant que vous vous lanciez dans la présentation de ce livre. Bonsoir à tous. Je ne vais pas dire grand-chose, mais effectivement, peut-être préciser que c'est une invitation conjointe, en fait. Donc, c'est ensemble avec Françoise. Euh, euh, et puis, voilà, donc, on est ravis, on est honorés, en fait, on est très honorés, l'école, de vous recevoir ce soir. Puis, en tête les travaux qui sont les vôtres, qui ont été les vôtres. Bon, voilà. Et donc, la soirée de ce soir, on l'a préparée avec Françoise et je pense avec vous autour de cet ouvrage, Atlas des inégalités. C'est un ouvrage qui est paru au mois de février 2023, donc qui est récent, même si effectivement vous avez un autre ouvrage qui a paru depuis. Mais voilà, on l'a préparé autour de cet ouvrage-là. L'idée, c'est que on vous laisse la parole pour un premier temps de présentation de l'ouvrage, et puis après qu'on ait un temps d'échange,
C'est un ouvrage qui, enfin, il y a à peine quelques mots en fait, qui donne à voir les inégalités au sein de la société française à partir d'un ensemble de données considérables. Donc, je pense que c'est peut-être un point voilà, sur lequel on reviendra dans l'échange. Et puis, avec un travail aussi sur les présentations sur des cartes, qui a une place effectivement très particulière et très forte, une grande densité de cartes dans l'ouvrage, et qui, c'est pas, enfin, j'allais dire, qui, en fait, c'est pas qui illustre, mais, enfin, en tout cas, je vais garder les choses pour une discussion, mais qui sont une modalité même finalement d'exposition du propos. C'est-à-dire l'ouvrage est construit effectivement en conjuguant, enfin, le propos est exposé sous forme de texte et d'images qui sont ces présentations, qui sont ces cartes, et donc avec un travail aussi voilà, autour de ces présentations, pareil, sur lequel on reviendra, je pense, dans l'échange. Euh, il y a dans l'ouvrage, enfin, je ne vais pas trop loin, mais une première partie euh, autour donc sur des inégalités que vous reliez à la géographie et à la démographie, donc autour des naissances, de fécondité, mortalité, etc. Une deuxième partie euh, qui, dans l'ouvrage tel qu'il est construit, en fait, relève des inégalités sociales, donc qui relève plus du champ de la sociologie, avec d'autres ensembles de données. Et puis une troisième partie qui est, vous dites, sur les solidarités, et dont vous dites que ça relève à plus de la dimension de l'anthropologie. Voilà, donc c'est trois parties, et puis une dernière partie, une quatrième partie, qui explore les liens entre les inégalités telles que vous les avez décrites dans l'ouvrage et les préférences, enfin, la question des préférences politiques, et puis voilà, vers certains événements ou moments que vous évoquez, dont notamment des gilets jaunes, enfin, voilà. Euh, donc l'ouvrage est construit comme ça. Peut-être j'en dis pas plus. Moi, j'ai des questions, mais donc voilà, c'est important d'échange à la On fin. aura un temps d'échange avec les questions, Euh, avec les élèves aussi, d'ailleurs, qui ont déjà des questions, je pense. voilà. Et puis donc voilà, donc des élèves de l'école qui sont présents, une partie d'entre vous, enfin qui travaillent, je crois, sur un projet en ce moment dans l'atelier de maths Sindal, peut-être avec Laurent Massalou aussi, sur les questions de mobilité, et avec, je crois, un travail particulier sur les données et appréhender les données pour voilà, travailler ensuite sur les aspects de la société, dont, et ça c'est vous qui direz ou qui poserez une question sur cette dimension des inégalités, comment est-ce qu'elle est présente ou pas comme vous faites en ce moment à l'occasion du projet avec Mathilde Dahl, et puis aussi un travail attendu, il me semble, sur la présentation et sur les cartes. Donc je pense que voilà, parmi les élèves qui sont là, enfin, je pense que certains d'entre vous auront aussi des questions à vous poser dans ce temps d'échange. Voilà, donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre invitation et puis pour ces présentations. Peut-être pour répondre rapidement sur des points que vous avez évoqués. Oui, sur mon dernier livre, le titre un tout petit peu provocant puisque c'est la réforme des retraites expliquée au gouvernement. Alors pourquoi j'ai pris ce titre? Parce que j'avais trouvé vraiment pratiquement insultant que chaque fois qu'il y avait dans le débat un problème, le gouvernement répondait en disant on va vous faire la pédagogie, comme si on était des personnes qui comprenaient mal, qui étaient un petit peu simplets. En fait, c'est un domaine quand même que forcément par la démographie que je connais assez bien, les retraites. J'avais fait des papiers dans le Monde pour montrer des carences du projet. À la limite, je pense, une fois je l'ai dit, mais c'est peut-être un peu prétentieux, mais je pense que j'en savais plus sur les retraites que le président Macron, si vous voulez. Bien sûr, il connaît d'autres domaines beaucoup mieux que moi, mais sur ce point-là, vouloir me faire de la pédagogie, je trouvais ça désagréable. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce titre. Euh, sur, euh, le, sur le point des données, oui, j'en dirais un mot, mais pour l'essence, enfin, il y a le problème des données historiques qui sont très particulières. Il y en a peut-être, je t'en signalerai quelques-unes. Mais sinon, les données actuelles sur les inégalités, l'INSEE est un réservoir formidable. Il y a d'abord je travaille presque toujours au niveau des communes. Donc, il y a des fichiers pour le recensement, parce que les recensements ont lieu chaque année, mais ça s'appelle des enquêtes de recensement, mais c'est quand même près de 10 millions de personnes. Donc, l'INSEE extrapole parce que c'est jamais les mêmes qui sont enquêtés, donc c'est des chiffres qui ont une bonne valeur,
et qui sont d'ailleurs, on le voit que dans les croisements, c'est cohérent. Et puis, il y a aussi l'INSEE publie donne un accès, ce qu'ils appellent des fichiers détails. Et les fichiers détails, c'est 19 millions de Français, c'est pas rien, avec un profil avec un certain nombre de variables. Mais le plus intéressant est que c'est rangé par ménage. C'est-à-dire qu'on a simultanément, par exemple, la catégorie sociale de l'homme et de la femme, où est-ce qu'ils sont au chômage. Donc on peut explorer la proximité de l'individu, parce que sinon, les individus sont dans un recensement, ils sont séparés, ils sont comme des Robinson, chacun sur son île. Alors sur ce que je vais essayer de vous montrer, mon idée a été, puisque étant donné votre spécialité, c'est comme l'indiquait le titre, c'est de montrer des questions d'inégalité, mais aussi d'insister sur des questions de présentation. Et si comment on représente ces données, il y a un choix. On ne peut pas faire n'importe quelle carte avec des données, comme certains le croient, mais on peut faire beaucoup de cartes différentes. On peut insister sur un point ou sur un autre. Et la manière dont j'ai fait cet atlas, bon, je suis comment dire, la vieille école, c'est-à-dire j'ai commencé à faire ne sursautez pas, mais j'ai commencé à faire de la programmation informatique en 1965. Donc, j'ai une certaine habitude et un certain nombre de sous-programmes que je monte ensemble. Mais si je fais ça, c'est parce que l'écriture, la réflexion va de pair avec le fait de dessiner les cartes, de choisir tel ou tel type de présentation, même simplement le dosage des couleurs, le choix des catégories, tout ça permet de faire que, au fond, de faire coller le texte sans, il n'y a aucune triche, mais par exemple, faire coller le texte et puis l'image. Mais par exemple, quand vous faites une carte, si vous prenez des valeurs rondes, mettons le pourcentage de bacheliers dans la population, si vous prenez 40%, 45, 50, 60, bon, il y a une carte bien sûr qui sort, mais quelquefois, avant d'arriver à 50, vous êtes à 49, et puis vous avez une très belle carte avec des zones très très claires, tout le sud de la France, et puis il y a hop un département tout au nord qui apparaît au moment où vous arrivez à 50%. Vaut mieux couper à 49%. Le but de la carte, c'est d'essayer d'extraire du sens. C'est pas d'avoir un fétichisme du nombre. Si au lieu qu'on soit en système décimal, on était en système 12, en système duodécimal, 50% ne serait pas un chiffre rond, si vous voulez. Donc, il y a là-dedans un aspect conventionnel. Et le but, c'est que, justement, c'est de rapprocher la carte et puis la compréhension de cette carte, la mise en évidence d'un phénomène. Alors, ça marche plus ou moins. Puis ensuite, il y a d'autres façons. Alors, donc, mon idée a été ça va être assez, il y a beaucoup d'images, donc je vais le faire peut-être assez rapidement de façon à ce qu'il y ait des questions, mais c'est de montrer à la fois, bien sûr, les inégalités telles qu'elles sont montrées dans ma classe, mais aussi le traitement que j'en fais, puisque je pense que je me rapproche à ce moment-là de ce que vous avez fait. Et si je le fais de cette manière-là, c'est ce que vous avez cité, qui a été un enseignement qui m'a beaucoup occupé et plu dans l'école d'architecture qui est maintenant Paris-Belleville, parce que c'était aussi, on était très libre et comme ça dépend, je ne sais pas de qui vous dépendez, mais ça dépend du ministère de la Culture, l'architecture. Donc, ils s'en moquent complètement. C'est pas du tout le ministère de l'Éducation nationale. Ils nous laissent très tranquilles. Donc, on avait une vraiment très intéressant entre différents enseignants, des cours communs. Et surtout, comme j'étais matheux de formation, ça m'a donné quand même le sentiment et la pratique du fait qu'il y a plusieurs façons de représenter un phénomène. Un matheux pense souvent qu'il y a une seule façon qui est par exemple, un exercice que je donnais aux étudiants, c'était de représenter un bâtiment, de faire une perspective d'un bâtiment. C'était par petit groupe, et d'en faire deux. L'une, de faire la perspective de ce bâtiment de la part de l'architecte qui propose le bâtiment, et l'autre de la part du comité de quartier qui refuse que ce bâtiment soit construit. Donc, d'en faire une avantageuse et une désavantageuse. Ça montrait
qu'il y avait une très grande différence souvent entre les deux manières. Et cette façon de faire, justement, m'a conduit justement à ce que je vous disais sur les cartes, c'est-à-dire il y a une latitude de présentation. Après tout ça, je vais quand même commencer alors je pense que c'est ici, hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques d'abord évolutions assez simples. Euh, Là, alors, je vais juste commenter, mais c'est pour vous montrer des cartes qui se ressemblent, et assez logiquement. La carte de gauche, c'est les revenus. Vous voyez que c'est les différences de revenus, ça s'appelle le revenu médian, c'est surtout une différence entre les villes et les zones rurales. J'y reviendrai parce que du coup, on pense que les zones rurales sont très désavantagées. C'est vrai en termes de revenus, mais sinon, c'est plus compliqué. Et puis, vous voyez tout en haut, il y a une carte qui montre la proportion de cadres et puis la proportion de cadres les plus éduqués. Donc, vous voyez, non seulement les cadres sont dans les grandes villes maintenant, mais en plus de cela, alors c'est la seconde carte en haut, c'est une classification de l'INSEE qui distingue les pôles urbains, ce sont trois types de grands, moyens, petits, les couronnes urbaines et puis ce qui est hors pôle, que vous voyez par exemple en bleu foncé. Ça permet de mieux voir le fait que il y a une différence encore hiérarchie, pas simplement entre zones urbaines et zones rurales, mais à l'intérieur des zones urbaines, entre le centre et la périphérie de la zone. Ensuite, là, vous voyez, on pourrait penser que puisque les revenus sont les plus élevés, les jeunes ne sont pas là, mais les jeunes de 20 à 24 ans sont absolument dans les grandes villes, comme vous d'ailleurs, et c'est un phénomène de plus en plus fort. Maintenant, la jeunesse se passe alors ces grandes villes universitaires, bien sûr. Vous voyez par exemple que les jeunes sont beaucoup plus à Montpellier qu'à Nîmes, ou beaucoup plus à Strasbourg qu'à Mulhouse, ou bien à Rouen, quoi. C'est parce que c'est là qu'il y a des plus grosses universités, puis c'est des villes qui ont, on se rappelle des villes de commandement, qui ont plus de fonctions. Mais ça veut aussi dire que l'expérience du moment où on entre dans la vie, on prend son indépendance, se passe pas dans une grande ville et marquera certainement la suite des expériences. Mais si on voit les deux cartes à cadre et puis jeunes de 20 à 24 ans et puis la carte des revenus, il y a une très grosse différence. C'est que les jeunes de 20 à 24 ans, c'est la partie la plus pauvre de la population, alors que les cadres sont bien sûr la partie la plus aisée. Donc c'est pas parce que les deux cartes sont pareilles que les deux phénomènes sont identiques. Euh, Là, je vous ai mis une carte qui étonne un peu d'habitude. C'était un économiste géographe, Laurent Davzy, qui m'avait mis sur la piste. C'est comment le revenu individuel a varié. Alors, le problème d'avoir les revenus en France, c'est plus compliqué que l'INSEE parce que le ministère des Finances lâche pas facilement les chiffres. Et il les donne groupés. C'est en train d'être rediscuté. J'ai eu beaucoup de tentatives d'obtenir des chiffres plus, parce que maintenant, les vraies différences, on le voit dans les enquêtes de l'IFOP, c'est moins entre les catégories sociales que entre les niveaux de revenus. C'est là qu'on devient à l'américaine. D'ailleurs, aux États-Unis, vous avez très facilement, ou même en Angleterre, en Allemagne, partout, on a les revenus. La France est un peu bizarre avec cette espèce de refus de livrer les revenus. Mais vous avez vu que, par exemple, pour la question de la parité homme-femme, c'est en train de bouger. C'est-à-dire qu'on a le droit de demander maintenant à son patron le revenu de ses copains de bureau. Et donc, ça va, je pense, s'étendre. Et l'idée générale, alors là, on arrive à les avoir à des niveaux agrégés. On ne peut pas avoir des revenus qui permettent d'identifier une personne. Donc, dans les petits villages, on ne sait pas bien. Donc, ils sont groupés. Mais enfin, la carte que j'ai faite est sur le même principe des pôles et puis de ce qui est autour. Et vous pourriez penser que la croissance des revenus est la plus forte dans les villes, dans les grandes agglomérations. C'est exactement l'inverse qui s'est produit, vous voyez, dans les années récentes. Plus la carte est foncée, plus le revenu individuel a augmenté. Là où il a le plus augmenté, vous voyez que c'est par exemple dans les communes du Cantal. Vous n'auriez pas dit ça a priori.
il y a autre chose. Il y a pas eu les noms, malheureusement, ça aurait été une bonne chose. Vous voyez juste, je vais vous répondre tout ça. Vous voyez aussi que, regardez, alors, oui, la Corse, bon, vous voyez aussi que, je vais vous expliquer un peu pourquoi, mais vous voyez aussi, regardez à l'est, vous voyez autour de, et puis tout en haut, vous voyez les frontières à l'est, c'est les travailleurs, mais oui, qui vont travailler en Suisse. Donc là, ça authentifie un peu la carte. La raison, c'est que les plus pauvres, c'était les petits paysans. Et bon, ils sont progressivement, ils disparaissent. Et qui sont remplacés souvent par des retraités qui ont les moyens, pas forcément énormément, mais qui ont fait beaucoup remonter le revenu. Donc, une fois qu'on a ce résultat, on peut l'expliquer, mais vous voyez que là, la carte est utile parce que, a priori, on aurait l'idée, surtout avec le discours de la pauvreté des campagnes, on aurait l'idée que c'est dans les campagnes que ça se passe plus mal, y compris pour la question des gilets jaunes. Ben non, pour ces raisons de dynamique de population, c'est plutôt dans les campagnes reculées que, regardez même dans un large bassin parisien, c'est là que les revenus ont le moins augmenté. Voilà. Alors, bah oui, c'était juste pour vous montrer qu'il y avait une différence vraiment presque inverse l'une de l'autre, les deux cartes. Alors, voilà un autre exemple qui est dans le livre, qui est, ça cette fois-ci, c'est une évolution dans le temps. Je trouve que beaucoup de cartes prennent du sens quand on les compare. Hein. Une carte toute seule n'a pas forcément énormément de signification. Et là, je vous ai mis quelle était la proportion de cadres qui avaient un diplôme universitaire en 68, donc, et il y a 50 ans, puis 2018, c'était les derniers chiffres que j'avais. Ce que vous voyez, c'est qu'il y avait encore dans des zones rurales des cadres qui étaient les plus diplômés, et c'est presque fini maintenant. C'est dans les grandes villes. Il y a eu un reflux. C'est aussi lié à la désindustrialisation de la France, il faut bien dire. C'est que vous aviez des ingénieurs de haut niveau qui étaient dans les mines, dans les usines métallurgiques. Maintenant, on dit parfois c'est la financiarisation de la France. Donc là, il y a quand même une évolution qui est un peu inquiétante. Et j'ai regardé la même chose pour les ouvriers. C'est assez étrange. Vous voyez que pour les ouvriers, au début, les ouvriers les plus diplômés, alors c'est au-dessus du CAP, hein, c'est au moins un CAP ou enfin, c'est CAP ou plus. Et en 68, c'était encore des ouvriers, non pas du centre des villes, mais des ouvriers urbains. Vous voyez qu'on voit bien les grandes villes, puis bien sûr dans des zones industrielles comme la Moselle, comme l'Alsace. Et regardez maintenant, en haut, en 2018, c'est très étrange. C'est que il y a une France qui est une France que vous retrouverez tout à la fin, vous voyez, qui est une France de l'Ouest, du centre et du Sud-Ouest, où les ouvriers représentent encore disons, ils sont diplômés, ils ont quelque chose encore ils sont encore, je pense aussi, on le dira autrement, mais ils sont pas largués par la société. Tandis que dans le reste, vous avez des ouvriers qui sont nettement moins diplômés. C'est quand même frappant en 50 ans comment la carte s'est absolument transformée. Euh, alors, comme tout bouge, il y a une chose qui ne bouge pas et qui est beaucoup discutée dans mon livre, sous le titre des mœurs, c'est ce qui s'appelle la pratique religieuse. Vous voyez qu'on a une carte qu'on peut tracer au niveau pas des diocèses, mais plus fin, euh, des, d'une affaire qui s'est très importante, qui s'est produite en 1791, où on a demandé aux 150 000 prêtres français de l'époque de signer un texte en faveur de la Révolution. Ceux qui l'ont signé sont appelés les jureurs et ceux qui ne l'ont pas signé les réfractaires. Et la France s'est coupée en deux entre ça s'appelle la constitution civile du clergé. C'était donc au fond dire ceux qui étaient pour la Révolution et ceux qui étaient contre. On était en 91, c'était encore la législative, c'était pas la convention. Et voyez que la carte est absolument extraordinaire parce qu'elle est très précise. Vous avez dans les zones foncées, plus de 75% des prêtres ont refusé, et dans les zones en bleu foncé, au contraire, c'est 90% qui ont prêté serment, qui ont juré. Et alors, les données, c'est un Américain, Timothy Tackett,
qui a mis en carte, à l'époque c'était carte perforée, il a mis en carte perforée les 150 000 prêtres, et puis s'ils avaient juré ou non, puis quelles étaient d'autres caractéristiques. Et regardez, en 1965, à côté, il y a eu une très grande enquête dans chaque commune, du moins chaque commune rurale. On a demandé au curé, les évêques ont demandé au curé de compter le nombre de fidèles à la messe chaque dimanche. Et pendant un an. Et ensuite, on a rapporté ça au nombre d'adultes. Et regardez la différence dans le nord de la Bretagne, plus de 90% des adultes allaient à la messe. Mais si vous étiez en Champagne ou bien dans la Creuse, c'était moins de 10% à la messe. Autrement dit, il y a eu la différence s'est maintenue entre, au fond, sur plus d'un siècle et demi. Et j'avais pu faire une carte un peu plus récente, mais avec des données plus faibles, où ça reste un peu la même chose, mais à un niveau beaucoup plus faible maintenant. La pratique a beaucoup diminué. Alors, il y a marqué messalisant, c'est le mot qu'on emploie pour dire ceux qui vont à la messe tous les dimanches, hein, parce que à la mesure de la religion, vous en entendez parler, par exemple, avec ces histoires sur l'islam, c'est très compliqué. Il n'y a pas des catholiques et puis des non-catholiques, ni des musulmans et des non-musulmans. Il y a toute une gamme. Pour les catholiques, on fait bien le travail, c'est-à-dire qu'on distingue les messalisants, c'est la messe tous les dimanches, et puis les pascalisants, c'est ceux qui vont une fois de temps en temps, notamment à la messe de Pâques. Alors, on commence à le faire dans certains travaux pour les autres religions. C'est tout à fait important, parce que sinon, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Alors, je vais maintenant montrer quelques cartes qui sont des inégalités sociales. Vous avez dit, bon, c'est la seconde partie de la classe, parce que je vais montrer qu'on peut amener à faire des synthèses. Alors ça, je vais les passer assez vite. Là, c'est le taux de chômage dans la population active. Alors, vous voyez que vous avez au fond le nord, le chapeau nord de la France, l'arrivage de la Méditerranée, et la vallée moyenne de la Garonne, puis un petit peu une petite chose qui correspond un peu à la diagonale le début de la diagonale du vide qui part en biais. Et ça, vous le retrouvez, voilà, les jeunes sans diplôme, 25 à 34 ans. Vous voyez que les cartes sont assez proches. Si je les remets, bien sûr, il y a des différences, mais on retrouve un peu les mêmes trois zones de force. Les familles monoparentales, vous voyez que là encore, il y a une assez grande cohérence. Le taux de pauvreté, Oui. c'est-à-dire ceux qui sont au-dessous dont le revenu est au-dessous de 60%, la proportion de personnes dont le revenu dans chaque commune est inférieur à 60% du salaire médian, mais je suis pas sûr que c'est le revenu médian. Et puis là, un indice d'inégalité qui est toujours utilisé pour voir si l'inégalité progresse ou non. En France, cet indice a beaucoup diminué jusque vers 2000, et puis depuis cette époque, il croît assez lentement, même avec le Covid, il n'a pas beaucoup augmenté. C'est bon, il a un petit peu augmenté, mais alors, bon, on peut entrer dans le détail. Il y a des bonnes données actuelles sur ce. Il y a un Institut des politiques publiques, IPP, qui publie de très bonnes données sur le sujet. Alors là, j'ai pris les 4 premières cartes et puis il y a une procédure statistique qu'on appelle une composante principale qui permet de tracer la carte qui est la plus proche des 4 ensemble. On peut le faire quand chaque carte, quand elles se ressemblent assez. Et on extrait une sorte de moyenne des cartes et vous voyez qu'on retrouve bien cette carte. Alors, je vais vous montrer qu'elle correspond, voilà. Vous voyez que quand on les regarde, la synthèse paraît assez logique. Et je vais vous montrer que ça mène à une autre carte, c'est plus inquiétant. Vous voyez la synthèse et vous voyez le vote FN en 2017. Il y a une très grande. Quand vous regardez du premier coup d'œil, vous dites, mais c'est la même carte. Vous dites, bon, c'est bien la rhétorique actuelle du FN qui est c'est le pouvoir d'achat, c'est la pauvreté. Mais si vous regardez bien, et c'est là que la carte peut être trompeuse, il y a quand même une énorme différence. C'est que dans un cas, il y a des points rouges, et dans l'autre cas, les points sont bleus. Or, ces points, c'est les villes, et c'est les grandes villes. Autrement dit, la relation qui est vraie au niveau des grandes régions est fausse au niveau des villes. Et ça montre le fait que selon l'échelle à laquelle on travaille, vous allez voir que pour les villes, le phénomène est assez différent. Et du coup, ça va pas être beaucoup de politique, mais j'ai repris. Alors là, c'est une anamorphose de la proportion d'immigrés.
Mais vous savez, l'anamorphose, ça consiste à faire que les surfaces des communes soient proportionnelles à la population, ou bien, dans ce cas-là, au nombre d'immigrés. Et du coup, on est obligé de déformer. Donc, il y a des programmes qui sont pas trop compliqués, mais un peu plus que les autres. Et ça vous donne bon, une France qui est bien sûr déformée, c'est le défaut, mais en même temps, ça relativise les choses. Vous voyez, regardez à quel point Paris, puis on voit la Seine-Saint-Denis au-dessus de Paris, et c'est Paris a beaucoup plus d'immigrés ben, que si on prend même l'Aveyron, presque tous les départements du centre, Aveyron, Cantal, Haute-Loire, tout ça, mis ensemble, ils sont moins d'immigrés qu'à Paris. Et puis du coup, vous voyez, même les arrondissements de Paris, vous voyez que c'est le 19e arrondissement qui est un peu plus noir que les autres, ce qui est tout à fait exact. Et donc, vous voyez que cette fois-là, que ça marche pas avec la carte immigré. Et donc, c'est le thème principal qui était celui de l'immigration, et on en parle actuellement, ne fonctionne pas du tout. C'est la répartition des immigrés et la répartition des électeurs du Front National. Non, c'est pas simplement qu'elles ont rien à voir, c'est qu'à un niveau fin, elles sont presque l'inverse l'une de l'autre. Voilà un niveau fin. Je vous ai mis les immigrés en 2019. Vous voyez, c'est la carte du haut. Bon, c'est les immigrés sont urbains. Et en bas, regardez les votes, c'est dans les deux, c'est dans l'Île-de-France, commune par commune. Et vous voyez en bas que c'est l'inverse. C'est-à-dire, quand si vous voulez résumer le rapport entre ces deux cartes, c'est plus il y a d'immigrés, moins on vote pour le Rassemblement national. C'est comment dire, ce qui invalide un raisonnement que c'est le rapport immédiat, que c'est la cohabitation avec les immigrés qui est la cause de ce vote. Non, il y a bien sûr d'autres causes qui peuvent être liées à l'immigration, mais malheureusement, c'est plus grave, c'est-à-dire c'est dans la tête plus que dans la réalité quotidienne. Voilà un peu une manière dont on peut travailler avec ces cartes. Alors, juste pour vous montrer que une autre façon, c'est de vérifier une carte si on a justement un résultat comme celui que je vous indique. Et là, je vous ai mis, rassurez-vous, je crois que c'est la seule graphe. Je vous ai mis alors c'est pour la dernière élection au premier tour. Quel est le nombre, selon le nombre d'habitants par commune, quel est le vote pour Marine Le Pen et quel est le vote, quelle est la proportion d'immigrés. Vous voyez qu'il y a une petite chose au milieu qui marche pas très bien, mais c'est vraiment inverse l'une de l'autre. Et c'est d'ailleurs la taille de la commune est sans doute le fait le plus important. J'avais d'abord essayé avec la distance à la plus grande ville, mais ça marche moins bien. C'est vraiment les petites communes qui sont d'abord qui ont bien sûr le moins d'immigrés, mais qui votent le plus pour Marine Le Pen. Alors, quand on descend justement à une échelle plus fine, voilà des cartes. Juste, je vous ai mis ces 4 cartes-là pour vous montrer, c'est les cartes du chômage. Alors, c'est du chômage, c'est pas le plus récent, hein, ça a baissé, mais c'est pour montrer, alors c'est des cartes qui sont faites cette fois-ci à un niveau plus fin que les communes. Chaque commune, il y a un trait bleu, c'est la commune de Troyes, Rennes, la Perpignan, mais à l'intérieur, on peut distinguer ce qu'on appelle des iris, qui sont des zones à peu près homogènes, qui sont de l'ordre de 2000 à 5000 personnes, qui permettent de voir ce qui se passe dans les quartiers. C'est pour montrer que la façon dont ça se répartit dans une ville est très différente. Vous voyez que dans une ville comme Rennes, le chômage, c'est des quartiers périphériques. Mais prenez Perpignan, le chômage, c'est au centre. Alors, c'est parce qu'il y a des structures urbaines très différentes, notamment au centre, vous avez à Perpignan le quartier gitan, vous connaissez Perpignan. Donc, il y a une histoire des villes qui fait que c'est souvent très différent. Au Havre aussi, c'est différent. Au Troyes, vous voyez que Troyes est un cas intermédiaire, donc on peut pas avoir de conclusion très simple sur la manière dont la pauvreté, le chômage et les cartes analogues pour aussi la proportion d'immigrés dans chacune de ces villes. Regardez sur l'immigration aussi, c'est intéressant de voir comment il y a une sectorisation. Je vous ai mis, ça c'est les iris à Marseille, et je vous ai mis d'un côté les immigrés qui viennent d'hors d'Europe, essentiellement du Maghreb à Marseille, et puis de l'autre ceux qui viennent de pays européens et même en comptant l'Arménie dans ces pays. D'ailleurs, ceux qui connaissent Marseille retrouvent la petite encoche au milieu, c'est le Vieux-Port.
Et au-dessus, il y a un quartier qui s'appelle le Panier. Vous n'avez pratiquement pas d'immigrés non européens et beaucoup d'immigrés. Et c'était un quartier très largement arménien à, à l'époque. Maintenant, c'est un peu boboisé hein, parce que il y a notamment la mairie de Marseille qui donne sur le Vieux-Port. Et vous voyez qu'il y a eu un peuplement et le peuplement plus ancien qui était non immigré, c'est sur la partie qui est la plus sur la mer et au sud du Vieux-Port. Vous voyez qu'il n'a pas été, ou du moins les immigrés sont peu installés parce que c'était là qu'était la population la plus aisée à Marseille et ils sont plutôt été en périphérie ou bien à la périphérie de l'époque quand ils sont arrivés. Puis cette périphérie est devenue beaucoup plus lointaine avec ce qu'on appelle les quartiers nord. Alors maintenant, je vais essayer de vous montrer comment, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais les cartes que je vous ai montrées, elles sont lissées. C'est-à-dire que si je vous avais montré les cartes avec les 34 000 communes, elles sont illisibles parce qu'il y a des tas de petites communes, donc il y a des fluctuations aléatoires. Donc, il y a une procédure de lissage. Je vais vous montrer un exemple de lissage qui est le type de travail qu'on fait sur les données. Je cite un petit exemple et vous allez voir, voilà, j'ai simplement regardé où était la population dans le département de Lyon. Vous voyez où il est. Donc, voilà une façon de le représenter. Donc, on sent bien que bon, il y a des villes, puis il y a des zones rurales, mais c'est pas très, très parlant. Donc, assez souvent, on procède autrement. On prend les communes, puis cette fois-là, on met la densité euh, et en supposant, vous voyez, que à l'intérieur même de chaque commune, la densité est constante. Alors, c'est pas le découpage exact des communes qui est compliqué, qu'on peut mettre, mais qui est un peu troublant. Donc, on part du centre de la commune et puis chaque personne est placée ou chaque population de la commune est placée au centre de la commune et ensuite, par une procédure, on ramène tous les points de la carte au centre le plus proche. Ça permet d'avoir des cartes de ce genre-là. Voilà, cette fois-là, un lissage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lissage? Voilà un lissage plus fin. Un lissage, ça consiste l'idée est très simple, ça consiste à les habitants d'une commune de dire, ben, ils sont pas tout le temps sur la même commune. Donc, on va les répartir autour. Alors, on choisit une loi de répartition, ce qu'on appelle quelquefois une courbe en cloche ou un truc de ce genre-là. Et puis, et du coup, dans chaque point de la carte, on additionne ce qui provient de chaque commune. Il en provient très peu, bien sûr, des communes lointaines, mais beaucoup de la commune la plus proche. Et vous voyez que cette fois-là, on a quelque chose, une carte qui est beaucoup plus parlante. En fait, ce qu'on voit, c'est le trajet du fleuve qui s'appelle l'Yonne. Et on voit la répartition des villes. On voit il y a Sens, on voit Joigny, on voit Auxerre, et puis quelques villes au sud. Mais c'est encore assez simple. Et donc, l'idée est de faire un lissage qui passe avec une reconnaissance des formes. Je vais vous donner un petit exemple. Vous voyez, donc on a un petit exemple. On a comme la première carte des densités. Et ce que je vous ai montré, d'abord, c'est juste ce qu'on voit. Ici, on répartit autour la population selon la distance au centre. Donc, si on fait ça, on obtient ce que vous avez en dessous, où on gagne pas énormément. Mais l'idée, c'est que en fait, les communes ne sont pas réparties au hasard. Il y en a qui sont plus proches. On ne va pas dans toutes les directions. On va plutôt dans les directions où on rencontre d'autres communes, où il y a d'autres, mettons, des petites villes et tout. Donc, on fait on transforme, au lieu d'avoir des cercles pour répartir la population d'une commune, on regarde quelle est l'orientation générale, comment sont disposées les autres communes, et puis du coup, ça donne des ellipses. Et vous voyez que cette fois-là, on saisit bien, c'est très important, par exemple, pour le tracé des côtes. À ce moment-là, on suit bien la côte, mettons la côte de Vendée, vous trouverez à un autre moment. Donc voilà un peu une technique. Et voilà la différence entre les deux. Vous voyez, isotrope, c'est avec des cercles, et puis elliptique, on ne voit pas énormément, mais quand même, il y a quelque chose de plus. Il y a comment dire, une dynamique qui est imprimée avec cette méthode. Là, vous voyez, là, je vais pousser un tout petit peu, mais on voit bien, par exemple, tout en haut, ce que vous voyez, c'est la ville de Troyes, qui est le département de l'Aube au-dessus. On voit bien qu'il y a une rupture entre Troyes et puis Auxerre. Les départements ont créé, en 2 siècles d'existence, même un peu plus, ils ont créé leur propre espace. Donc, il y a une tentation de se rapprocher du centre du département.
de la zone active, aussi bien, vous voyez, du côté de Troyes pour pour Auxerre. Alors, Auxerre est rattaché à Paris par Lyon. On voit bien que ça monte. Alors, j'ai juste regardé si j'avais mis la même population dans dans toutes les communes. Et vous voyez qu'il reste quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'espace lui-même, c'est plus la population. Et cet espace, cette fois-ci, vous voyez que du coup, Troyes est relié à beaucoup plus à Auxerre que quand on prend les vrais chiffres de population. Encore une autre façon de voir. Voilà quelques petits exemples. Voilà un exemple. Voilà les communes du nord de l'Italie. On sent bien qu'il y a des alignements, mais voilà le lissage. Vous voyez comment sur la côte adriatique, on saisit très bien la population. Le gros de choses noires, c'est la Milan. Alors, on n'est plus dans quelque chose de purement objectif, mais on cherche au fond à dégager, à faciliter le commentaire de la carte. Là, on a un commentaire qui est beaucoup plus aisé. Regardez aussi la côte sur Gênes, sur toute la Ligurie, qui est beaucoup plus aisé que dans le cas précédent. Une fois qu'on sait le cas suivant, on retrouve le cas précédent. Mais euh, alors, voilà voilà la carte de Le Pen que vous avez vue. Elle est en normale, si vous voulez, elle est listée, mais avec avec sans vraiment tenir compte de la taille des communes. Et puis voilà la même en anamorphose. Ça change, vous voyez, cette fois-là que, bon, ben, par exemple, le poids de la région parisienne est beaucoup plus grand. Il reste un peu la même structure, mais on a mieux l'idée de l'importance des populations. Donc voilà d'autres. Voilà encore un autre. Voilà Hollande au second tour. Et donc, il n'est pas très beau. Hein. Bon, si tu regardez par exemple comment l'Alsace a rétréci et puis la Bretagne et le centre ont beaucoup augmenté. Alors, j'ai mis seulement les villes principales. Hein. Voilà encore un autre. Alors, le problème est que avec voilà la proportion de personnes euh, âgées de 24 ans, vous savez, ce que je vous ai montré quand c'était lycée, des cartes qui étaient tout au début. Et là, en anamorphose, si vous regardez bien, à Paris, ben, la proportion la plus forte de jeunes, c'est encore le 5e arrondissement, le quartier latin. Donc, vous n'en êtes pas loin, mais c'est bon. Et puis, on voit bien on voit bien comment la grande ville, mais on voit aussi qu'il reste, comme c'est proportionnel à leur nombre, qu'il reste quand même des jeunes dans les zones rurales, beaucoup moins qu'avant, mais ceci dit, quand même, la région parisienne est énorme. Alors, le défaut de cette représentation, l'avantage, c'est justement de respecter les proportions, mais le défaut, c'est que c'est très difficile de lire quand il y a par exemple, quelque chose comme Paris. Si vous cherchez à retrouver, par exemple, le département du Loiret, vous aurez du mal. Hein. Moi, je le connais, je le vois, là, mais il a pris un sérieux coup. L'Oise aussi, regardez l'Oise, elle est complètement aplatie comme une crêpe. Euh, Là, c'est l'inverse, c'est les personnes âgées. Alors, vous voyez qu'il y en a, c'est plutôt le Paris riche, hein, où elles sont, hein, le 16e arrondissement, le 8e, un peu le 15e aussi. Et puis, on voit bien aussi on voit carrément même autour des villes comment ça se passe. Euh, et là, c'est bon, une chose pour montrer comment on explore. Là, c'est les personnes, la proportion des personnes les plus âgées, parce que on voit que c'est pas du tout la même carte. C'est qu'il y a un retour des personnes les plus âgées vers les villes, vers d'ailleurs, c'est assez logique, c'est vers les infrastructures sanitaires. Là, voilà la fécondité. Vous voyez que bon, on fait beaucoup moins d'enfants dans les villes, mais c'est normal parce que les personnes sont encore en train de finir leur étude ou d'être dans des boulots où ils sont pas encore installés. Quand commenceront à faire une famille, très souvent, ils vont migrer pour des raisons de taille, de prix du logement, ils iront, vous le voyez, vers
les communes périphériques. Donc, parler de fécondité localement, ça n'a plus grand sens. C'est lié au cycle de vie. Voilà une autre façon de montrer les votes pour Le Pen. J'avais essayé ça, c'est pas très parlant, je trouve, hein. C'est une autre tentative. Et voilà une carte d'où est sortie la couverture de mon ouvrage. Vous retrouvez les espèces de petits mamelons. C'est le vote de Macron en 2017. Ça vous montre que c'est un peu plus urbain, mais ça vous montre aussi qu'il y a une structure assez particulière. Qui, si vous vous souvenez de la carte des ouvriers diplômés, les cartes sont assez semblables. Et là, il y a une explication possible. Voilà, vous retrouvez ce qui va servir à faire la couverture. Vous m'avez proposé une couverture avec un graphique et puis une silhouette et tout. C'était mortel, hein. Donc, j'ai négocié. Et puis, donc, couverture, il faut qu'il y ait un petit côté, comment dire, un peu mystérieux quand même, hein. Puis j'ai essayé de la faire assez belle parce que je trouve que c'est pas laid ça, par rapport à ce qu'il m'avait proposé. Voilà. Alors, je vais terminer peut-être par un petit truc qui va vous montrer qu'on peut faire un travail sur l'espace tout à fait particulier, ça s'appelle des multifractales. Voilà. Donc, vous prenez vous allez décider de mettre une population dans un carré et vous choisissez que par exemple dans le carré du bas, vous mettez 50% de la population, puis dans les carrés intermédiaires 20%, là, le bleu et le vert, et puis 10% dans le jaune. Vous créez une hétérogénéité. Puis vous tirez au hasard, là je vous ai mis comme ça, mais vous tirez au hasard dans quel carré chacune des populations est située, là, de la plus grande ou la plus faible. Et puis à l'intérieur de chaque carré, vous répétez la même opération, c'est-à-dire les 50% la petite, à nouveau, vous les divisez en prenant 50%. Donc ça va vous donner ça, vous voyez. Et puis vous continuez. Ça vous donne ça, ça, ça. Vous continuez ça. Et là, vous commencez à voir que apparaissent des cartes qui ressemblent à celles que je vous ai montrées. Et si regardez, là, vous voyez, on voit la succession, on va pas très loin, hein, on voit une première, une deuxième, troisième, quatrième, on doit être à 6 divisions. Et donc, si on raffine un tout petit peu ça, voilà ce qu'on obtient maintenant en densité. Et là, à nouveau, vous voyez qu'on est assez proche des cartes que je vous ai montrées, mais il y a encore un côté un peu géométrique. Donc, il faut déformer un petit peu. Et comment déformer? En prenant le dessin habituel des communes. Donc, en créant au lieu que ce soit des petits carrés, c'est des communes. Et à ce moment-là, voilà ce que vous obtenez. Vous commencez à avoir quelque chose qui est assez ressemblant. Voilà un autre exemple de ce que vous obtenez. Et encore un autre exemple. Eh ben non, c'est pas un autre exemple, c'est la densité dans une grande partie de l'est de la France. Vous avez, en fait, si vous regardez bien, vous avez le Rhin. On voit la frontière de l'Alsace, et puis ensuite vous remontez vers la Ruhr, puis vous avez aussi, vous voyez vous voyez à quel point d'ailleurs la France est faiblement peuplée dans l'Est par rapport à l'Allemagne. Le gros paquet que vous avez à gauche, c'est Stuttgart, mais il y a une grande proximité entre ces deux. Voilà, on a une autre carte qui vous montre par commune, dans une grande de la vallée de la Loire jusqu'au sud du Massif central, est-ce que la croissance démographique a été positive ou négative? Alors, selon plusieurs critères, on prend plusieurs recensements et puis on regarde dans quel cas il y a eu tout le temps une croissance, dans quel cas ça a été interrompu. Donc, tout le temps une croissance, c'est brun foncé. Quand c'est interrompu, c'est plus clair, de plus en plus. Et puis, quand il y a toujours des croissances, c'est le bleu foncé. Donc, vous avez une carte. Et celle-là, on va la travailler autrement. Alors d'abord, regardez, je vous ai remis d'un côté la carte réelle là, de ces croissances, décroissances, puis de l'autre côté la carte obtenue par le multifractal. Vous voyez, bien sûr, c'est pas les mêmes, il n'y a aucun risque que ce soit les mêmes, mais vous sentez qu'il y a
il y a quelque chose de commun dans les formes. Et on peut montrer, alors ça c'est plus mathématique, qu'il y a vraiment une structure profonde du peuplement qui est de ce type-là, multifractal, qui explique que les cartes se ressemblent. Euh, alors là, j'ai mis les densités en France en 2015, bon, mais je vais appliquer cette méthode à la France, mais je vais l'appliquer bien sûr pas au hasard, c'est-à-dire dans chaque fois, pour chaque petit carré, je prendrai la même répartition des cartes petits carrés que celle dans la réalité. Donc, et je le ferai étape par étape, et ça vous donne cette France. C'est pas si loin, hein, regardez. Donc, alors, j'avais publié aussi des cas où justement je ne faisais pas la simulation, c'est l'idée profonde, je crois, de dire, quand on montre quelque chose, de chercher le processus qui a amené à ce quelque chose, comment on l'a obtenu. Mais du coup, j'avais aussi produit, je crois que j'en ai pas mis là, des cartes de France où on ne suit pas ce qui est la réalité, mais ce qui aurait pu être la réalité. Donc, on avait des cartes de France où, au contraire, c'était du côté de la Bretagne, qui aurait dû être Paris, et ainsi de suite. Vous voyez, ça donnait d'autres possibilités du territoire. Voilà, vous voyez que la comparaison entre les deux est pas mauvaise. Et je vais peut-être terminer par ça. C'est une autre façon de travailler sur des cartes. Là, vous voyez, c'est la carte que je vous ai montrée de l'ancienneté, de la croissance ou de la décroissance de la population. Mais l'idée, c'est de séparer les zones de croissance et les zones de décroissance. Voilà l'ancienneté, la croissance. Et quand vous faites un lissage, vous voyez que apparaître, vous voyez le découpage des départements, mais vous voyez, c'est la vallée de la Loire. Vous voyez même que la vallée de l'Allier, un peu la vallée du Cher, et puis les grandes villes, bien sûr. Donc, vous avez une vision de la croissance qui est sur le quand même assez long terme, puisque j'avais pris, si je me souviens bien, 6 recensements successifs. Et puis, on arrive tout en haut, c'est Paris. Hein. Et puis, vous faites la même chose sur la décroissance. Et voyez ce que vous obtenez. Et vous obtenez tout à fait autre chose sur la décroissance. Vous voyez que les zones, j'ai fait allusion tout à l'heure un instant, les zones de décroissance, c'est celles qui sont les plus loin du centre des départements ou qui sont à l'endroit où 3 départements, les frontières de 3 départements se croisent. Donc, en faisant cette séparation, vous obtenez 2 logiques que vous n'aviez pas en cherchant à interpréter directement la carte. Je crois que c'est fini. Voilà, bah, c'était quelques petits exemples j'espère que je n'ai pas trop lancé avec mes petites méthodes de représentation, mais j'ai pensé que vous étiez un auditoire qui était peut-être plus réceptif que d'autres à ces questions de représentation. Merci de votre attention et de votre... Merci, un grand merci à vous. Alors, je sais pas, du coup, j'avais, moi, en tout cas, des questions à la lecture du livre. Je sais, enfin, dans les échanges avec Françoise aussi, que il y avait l'idée, en tout cas, de s'intéresser plus particulièrement à la question des cartes et des représentations et de ce que vous avez fait. Mais du coup, dans ce que vous nous avez montré là, il y a des choses qui sont pas dans le livre. Et donc, vous nous avez montré beaucoup de choses, en fait, qui sont pas dans le livre sur notamment sur la fabrication aussi des images et voilà. Du coup, ça m'a fait venir d'autres questions que je n'avais pas en tête avant. Voilà. Ah non, enfin, disons que ce que vous avez pensé là sur les images, voilà, m'a fait venir d'autres questions que celles auxquelles j'avais pensé avant. Je ne sais pas du coup si ouais, c'est ça. Si peut-être vous avez des questions et si on commence l'échange comme ça, des questions ou des réactions, et puis on verra ensuite au fil de l'échange. Et peut-être qu'il faut du coup passer un micro parce qu'il y a des personnes qui nous suivent, je crois, en ligne. Merci déjà. Euh, dans votre présentation, vous avez parlé de choses assez techniques et en introduction, vous avez dit que vous faisiez de la programmation depuis un certain temps maintenant. Je me demandais justement, un démographe comme vous, quels outils vous utilisez pour faire ces cartes et plus.
vous allez être horrifié, hein, parce que comme j'ai accumulé, j'ai commencé à en faire et les premières cartes que j'ai faites, c'était en 1972-73. On n'avait pas encore les écrans comme habituellement, on avait des écrans cathodiques, vous savez, avec un pinceau vert qui peint. Pour la, pour programmer un trait, il fallait 12 instructions, hein. Donc j'ai progressé. Pour moi, l'histoire est un rêve parce que d'année en année, tout s'est amélioré. Il y avait des questions de mémoire pour quand même, c'est d'assez gros ensembles de données. Les questions de durée pour les simulations multifractales, ça prend quand même du temps, vous voyez. Donc progressivement, il y a, dans les premiers lissages que je faisais j'avais des ordinateurs genre PDP, des choses comme ça prenait une demi-heure une carte. Maintenant, ça prend 7 secondes. Hein. J'ai pas un ordinateur très sur lequel je le fais qui soit le plus récent qui soit. Donc, alors quel programme? Ben, à force, au fond, j'ai construit tous mes programmes dans un langage. Vous allez là aussi sauter en l'air qui est le Fortran. Mais c'est un très bon langage. Les physiciens continuent de l'employer. C'est très simple. J'utilise au fond progressivement, j'ai supprimé la plupart des instructions qui m'intéressent pas, si vous voulez, avec 4 ou 5 instructions. Vous fonctionnez très bien. Il y a juste les questions de lecture et des entrées-sorties qui sont un peu plus délicates, mais bon, il n'y en a pas trop ici. Puis je branche ça sur un programme de visualisation. Donc là aussi, c'est très simple. J'en ai pris plusieurs qui ont changé. Mais à chaque fois, j'ai juste à modifier bon, j'ai une fonction pour le tracé de ligne, une fonction pour le remplissage, vous voyez, une fonction pour piquer une information sur l'écran. Avec ces trois-là, vous avez presque tout, plus les ouvertures, les fermetures, gérer les fenêtres séparément. C'est quand même assez simple. Plusieurs fois, j'ai essayé de me mettre à des langages plus modernes, vous voyez. J'ai rien gagné, hein, c'est pas. Puis c'est parce que au fond, bien connaître, bien programmer, c'est avoir dans sa tête une énorme masse d'erreurs commises. Hein. Comme ça, quand votre programme marche pas, vous repérez très vite. Vous avez un souvenir qu'il y a parce que les erreurs sont en général idiotes. Hein, c'est quelquefois un O à la place d'un zéro, je sais pas où c'est. Mais vous avez tellement souffert sur les erreurs qu'elles sont entrées dans la tête. Et je me suis aperçu que quelque part, je sais pas, certains d'entre vous sont certainement musiciens, mais je ne le suis pas beaucoup, mais un peu, mais qu'au fond, je retiens un morceau de musique souvent à la suite des erreurs que j'ai commises en tentant d'apprendre le morceau. Ça, c'est comme des marques. Donc voilà un peu comment fonctionne. C'est pas du tout moderne. L'un des problèmes, et ça vous concerne plus, c'est que du coup, c'est une façon personnelle. Donc je peux pas mettre mes étudiants, j'ai pas pu mettre mes étudiants dans ma procédure. Vous voyez, c'est pas eux, je leur conseille plutôt de prendre parce qu'il y a maintenant des logiciels formidables, pas des trop compliqués, pas le genre Arc Info, par exemple, qui vous rend assez prisonnier. Alors, une autre raison pour laquelle j'ai continué à programmer, c'est que, par exemple, les lissages elliptiques ou les multifractales, ça, vous trouvez pas ça sur les programmes, même sur Arc Info. Vous trouvez énormément de choses, mais c'est pas, si vous voulez faire quelque chose, il y a un moment donné où vous avez une idée que vous voulez réaliser, là, il faut en général programmer. Hein, c'est pas assez, mais sinon, il y a pour les pas mal de cartes courantes, c'est facile, y compris que maintenant il y a des bons logiciels d'anamorphose, vous voyez, donc il y a pas, là, c'est pas, et je vous conseille, disons, je conseille à personne de faire comme moi, quoi. C'est le résultat d'une histoire, c'est pas du tout le résultat d'un choix actuellement concerté. Parce que j'avais cette question-là aussi, c'était donc vous dites, ça renvoie à une pratique qui est la vôtre, et vous dites sinon il existe des logiciels. Je me demandais du coup, et vous avez un peu répondu, si c'était un champ de recherche au sein de la démographie aussi. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de démographie, mais est-ce que dans les travaux des démographes, par exemple la pratique que vous avez, est-ce qu'il y a finalement des espaces parmi les démographes où ces questions-là se travaillent en tant que telles et où éventuellement il y a des développements à plusieurs sur les façons de représenter, sur... Oui, alors, bon, les démographes, en fait, je ne serais pas passé par les beaux-arts, si on peut dire, par l'archi.
une école d'architecture, que j'aurais pas fait ça, hein. Parce que en démographie comme en statistique, il y a surtout en France, l'espace n'est pas pris en compte. Donc il y a très peu, l'espace se résume presque toujours à des cartes des pays, des différences entre pays, parce que c'est là qu'on a les meilleures données. Donc je suis pas le concurrent hein, sur les données démographiques. L'INSEE de temps en temps fait des cas. Ils se sont mis d'ailleurs après à ma suite à faire des lissages. Maintenant, il y a quelques lissages aussi parce que la météo, tout le monde fait des lissages maintenant. Mais les premiers, quand j'en ai fait les premiers, c'était en 1900. C'est un bouquin que j'ai fait en 80, 91, 92. C'était pas encore très très pratiqué. Il y avait l'idée que on triche un peu. C'est pas la donnée brute. Il y a un peu ce côté-là. Sinon, ben non, les démographes travaillent surtout avec des genres de programmes comme R pour faire des statistiques. Et puis, il y a dans R, il y a un petit peu de graphique, mais c'est pas très, c'est un de ceux auxquels j'ai d'ailleurs essayé de me mettre, mais c'est pas très raffiné. C'est assez compliqué d'ailleurs, je trouve, de programmation. Donc, non, non, mais il y a des petits logiciels comme MapInfo, par exemple, c'est pas mauvais comme logiciel si on est un peu pressé. Il y a quand même pas mal de choses. Je trouve que c'est peut-être un des plus mieux, enfin, comment dire, c'est plus simple que ArcInfo. Si vous êtes sur ArcInfo, je vais un peu travailler avec eux. Vous êtes ArcGIS aussi, vous êtes obligé d'entrer dans le moule. Il faut apprendre tellement de choses que vous êtes un peu prisonnier de leur, tandis que si vous êtes sur le MapInfo, bon, c'est assez logique. C'est pas, moi, la façon dont je travaille, ben, c'est pas très compliqué d'une certaine manière. Donc, vous voyez, les démographes ou les statisticiens, il y a, les Allemands, par exemple, ont plus le sentiment de l'espace. Ils sont plus intéressés. Donc, j'ai eu des correspondances et des liens avec, notamment avec un Max Planck de démographie qui est à Rostock, mais ils sont quand même, c'est pas la tendance à un niveau d'élevé, même aussi les économistes. Il y a très peu d'économistes de l'espace, hein. J'ai cité tout à l'heure Laurent Davzy, mais il est assez isolé. Il a même d'ailleurs, il était au CNAM, hein, il n'était pas dans il venait du CNRS, mais il n'était pas dans une université parce que ça entre pas dans, c'est pas noble quelque part. Et ça tient à une chose très ancienne en France, c'est la différence entre les historiens et les géographes. Quand vous êtes en France, vous faites les deux à la fois. Mais traditionnellement, les meilleurs prennent l'histoire et en principe, les moins bons la géographie. Et c'est resté. Donc, les historiens et les démographes et les géographes sont très différents de personnalité. J'ai des très, très bons rapports avec les géographes. Pourtant, je suis sur leur domaine parce qu'ils ont une sorte du fait qu'ils sont un peu dominés par les historiens. Ils ont beaucoup plus d'ouverture et de gentillesse. Les historiens, c'est plus dur par rapport aux historiens. Là, c'est plus rugueux, si vous voulez, parce que ils sont dominateurs quelque part. Hein. Donc, c'est une des explications pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de. Voilà. Moi, je me demandais, est-ce que vous dessinez les cartes peut-être sur du papier avant de les commencer? Enfin, comment vous passez l'idée de la carte que vous avez dans la tête à l'outil informatique ou enfin, par quel processus? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est progressivement, même paradoxalement, j'ai de plus en plus dessiné d'abord. D'ailleurs, maintenant, si vous voulez, si je prends une carte, j'ai j'ai photocopié, même j'en ai 4 par page, des cartes des départements français, oui, qui sont mis. Et puis, dès que j'ai les données, je les mets par département et puis je griffonne à toute vitesse avec un, un marqueur, quoi, et mon stylo, n'importe lequel, et je fais très très rapidement la carte. Elle est très laide, j'aurais presque pu vous en montrer, mais elle me donne. Il y a deux choses. Elle me donne la structure et aussi il y a quelque chose de matériel, le geste, le fait de les mettre les unes après les autres. Il y a quelque chose qui entre de la structure de la carte. Et ensuite, à ce moment-là, je passe, si ça m'intéresse, il faut que le résultat va pour le coup. À ce moment-là, je passe à des calculs statistiques ou à de l'informatique. Mais vous avez raison, maintenant, presque toujours, je commence à la main. Et, vous voyez, pas simplement pour voir le résultat, mais il y a une sorte d'apprentissage de la donnée qui est un peu intuitif. Parce que il y a quelque chose d'intuitif, y compris ce qui est intéressant dans la carte, c'est une perception globale par rapport au tableau de données ou aussi. Donc, c'est quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'intuition et pas entièrement contrôlé rationnellement.
Et je me demandais du coup, pourquoi Oui. aller dans ce que vous venez de dire, vous avez sur les quand vous expliquez comment vous jouez, avec des types de lissage, ce que ça etc. Pardon, ouais. Non, je me demandais, mais par exemple, vous avez répondu, c'est est-ce que finalement l'analyse est déjà là, le raisonnement est là, et à travers les cartes et la façon de jouer avec les lissages, vous cherchez à arriver à l'image qui va permettre de restituer le plus possible l'hypothèse ou l'analyse ou le raisonnement, ou bien est-ce que quand vous jouez avec les, enfin, jouez, en tout cas les formes de lissage ou les versions de lissage différentes, est-ce qu'on, mais peut-être vous avez répondu, y compris à travers le dessin, l'idée que des hypothèses ou des analyses ou enfin le raisonnement, enfin des choses vont vont arriver. Enfin le fait de dessiner ou le fait de jouer avec les représentations va vous donner l'intuition d'hypothèses ou d'analyses ou de pas de raisonnement qui apparaissent dans le travail de l'image et qui n'étaient pas forcément là avant. Ouais, ouais, c'est un peu les deux. Il y a pas, c'est assez varié selon. Il y a des cas où, bien sûr, je m'attends au résultat, quoi. Là, quand je vous ai montré la carte des cadres, bon, donc il s'agit de la travailler un peu mieux pour justement qu'on voit la différenciation que je vous ai signalée entre un certain type de grandes villes et d'autres, entre Rouen et Le Havre, vous voyez, ce genre d'être un peu plus en finesse. Mais il y a d'autres cas où j'ai hésité à vous le mettre, mais je vous ai déjà montré beaucoup de choses. Il y a d'autres cas où il y a, bon, il y a des surprises. Je vais vous donner un exemple de surprise que j'aurais pu vous montrer. Ça me permet de dire deux choses. J'ai hésité, mais comme c'est plus des cartes politiques, c'est plus peut-être qu'on sortait un peu du sujet, mais il y en a quelques-unes dans le livre. Et il y en a une justement, donc vous avez vu la carte du vote pour Macron quand même, surtout celui de 2017 qui est très typique. Il y a toute cette partie ouest de la France et puis centre. Alors, je me suis dit, mais bon, tout le monde disait c'est un phénomène tout à fait nouveau. Comment ça, il arrive là et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette carte? Et j'ai eu deux réponses parce que là, j'avais pas d'hypothèse. Mais en regardant la carte, je me suis dit, mais je la connais quelque part, j'ai déjà vu. Alors là, ça, c'est comment dire, une bibliothèque de cartes dans la tête. Et vous avez été étonné, ça marche. La carte à laquelle je pensais, c'était celle de la proportion d'agriculteurs en 1968. Là, là oui, mais comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Eh ben, comment on passe de l'un à l'autre? Mais parce que ça rejoignait d'autres questions que j'avais travaillées. C'est parce que les agriculteurs qui étaient restés, d'abord, c'était une agriculture pauvre, hein, particulièrement dans l'Ouest et dans le Massif central. C'était souvent des petits agriculteurs. Leurs enfants, ils sont plus agriculteurs, c'est fini. Il reste 1,2% d'agriculteurs en France dans la population active. Donc, leurs enfants, ils ont monté dans l'échelle sociale. Ils sont devenus souvent ouvriers, puis maintenant, ils sont cadres, ils sont employés. Et 50 ans après, ils se souviennent quand même de la misère qui était celle de leurs grands-parents. Pour eux, l'idée de progrès a encore un sens, de progrès social. Bon, il se trouve forcément par mon nom, je connais bien la Bretagne. J'ai connu une Bretagne jeune avec des fermes avec du sol en terre battue, avec des vieux qu'on laissait mourir derrière des armoires. Et maintenant, je rencontre des gens qui ont des licences, des maîtrises, qui travaillent dans des entreprises, certains sont des techniciens, mais des techniciens de très bon niveau, notamment du côté de Saint-Nazaire, il y a beaucoup de gens très bien formés. Et donc, quelque part, il y a cette idée positive, vous voyez, que ça va. Tandis que si vous vous mettez dans l'est de la France, si vous vous mettez par exemple en Haute-Marne, c'est une région où il y avait des petites entreprises assez performantes, mais elles ont été toutes ruinées. Et c'est une région où déjà l'exode rural avait eu lieu beaucoup avant. Il avait eu lieu avant la guerre de 14. Donc, il n'y a plus de mémoire pour l'ouvrier de la Haute-Marne. Très souvent, son père et son grand-père étaient ouvriers. Donc, il y a au contraire une idée beaucoup plus de stagnation. Et l'économiste Daniel Cohen, avec qui je travaillais parfois, qui est mort récemment, avait cherché, c'est lui qui a fondé l'école d'économie de Paris, qui est vraiment une institution qui marche bien. Et il avait cherché justement à définir des régions d'optimisme et de pessimisme. Bon, je n'étais pas très d'accord avec ça, mais
Et il obtenait des cartes qui étaient à peu près les mêmes que les miennes. Les régions optimistes étaient à l'ouest. Et puis il y avait des enquêtes, des eurobaromètres qui étaient assez grossières, mais on avait un découpage en 7 régions en France. Et c'était la même chose sur des questions. Pensez-vous que vos enfants réussiront mieux que vous? Vous voyez, des questions de ce genre-là. Donc, mon avis, c'est pas un hasard si la carte, donc oui, pour répondre à votre question, j'avais pas prévu ça, mais ça m'a obligé, une fois que il faut arriver un peu à expliquer. Alors, c'est pas la seule explication. Il y a une autre explication, mais là, j'étais tombé très vite. J'ai failli vous le montrer parce que c'est très, puis sans être trop, mais c'est très parlant. J'avais une explication purement politique. Et je me suis dit, mais ça sort pas de n'importe où. Puis il y a eu cet apport des Bayrou qui a rallié, vous êtes un peu trop jeune pour avoir suivi 2017 sans doute, mais Bayrou, François Bayrou qui existe toujours d'ailleurs, qui est un Français pour l'instant, mais il a Bayrou, oui, vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Et donc Bayrou a il avait beaucoup hésité à se présenter en 2017, puis Macron a été plus rapide. Donc ensuite, c'était très risqué pour lui, donc il a rallié Macron. Je me suis dit, donc, puis il y avait aussi des socialistes qui étaient, donc je me suis dit, on doit retrouver quand même ces électorats. Et effectivement, alors, il faut un peu aller un peu à tâtons, mais j'ai finalement trouvé, alors d'abord par des méthodes statistiques, mais quand je prends les votes en 2012, donc 5 ans avant, la présidentielle précédente, je prends commune par commune les votes pour Bayrou, qui s'était déjà présenté, et je prends la moitié des votes pour Hollande. C'est bien le en même temps de Macron. Et je colle les deux, et j'obtiens presque exactement, commune par commune, les votes pour Macron au premier tour de 2017. Donc, d'une certaine manière, il n'y avait pas de surprise. Il y avait ce qu'on appelle un effet de composition. Mais en même temps, pour répondre à votre question, les deux cartes, quand vous regardez la carte de Bayrou, c'est la carte un peu du catholicisme que vous avez vu. C'est l'ancien MRP, là, il y a toute une longue histoire. Puis la carte de Hollande, c'est plutôt un grand sud-ouest, et puis maintenant une partie de la Bretagne. Mais aucune ne ressemble exactement même de loin. C'est la composition des deux qui va donner. Donc là, bon, j'ai affiné, on peut voir même sur un graphique que ça marche bien, et ainsi de suite. Mais voilà, pour répondre à votre question, vous voyez, c'est assez varié. C'est un peu, dans certains cas, on a une idée. Vous voyez, là, dans le cas de second cas, j'ai une idée mais qui est politique. Mais dans le cas des paysans, de la proportion d'agriculteurs en 68, là, c'était fortuit. Il y a des questions de César tout à l'heure. Ah, ouais, moi j'avais surtout deux grandes questions sur les données. Notamment, une première, c'est est-ce que vous privilégiez d'abord des bases de données publiques? Sinon, est-ce que vous faites un travail aussi de démarche peut-être de données privées? Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous êtes tenu, peut-être par un rapport d'obligation, d'une certaine manière d'interpréter ces données, enfin du moins de les représenter? Voilà, c'est une question. Non, oui, les données, vous l'avez vu, j'ai dit un mot au début, c'est des données publiques presque toutes, ou c'est des données, bon, pour les données plus anciennes, c'est des données d'historiens, des données là, ça peut être assez variable. Mettons, j'ai travaillé on a des données de résultats par exemple, d'élections par canton, pour les années 30, notamment en 36, voilà, donc à ce moment-là, quelquefois même, je les entre à la main, quoi, parce que j'ai pas toujours beaucoup d'aide. Mais je suis complètement libre, hein. C'est des données d'accès public. Alors, des données d'accès privé, non, je me méfie, parce que j'ai confiance puis je sais comment travaille l'INSEE, par exemple, ou je sais comment travaillent les gens qui font les statistiques électorales. Là, il n'y a pas de gros problème. Vous avez vu pour le cas des prêtres jureurs et réfractaires, bon, les données sont dans le livre de Timothy Taquet, donc il suffit c'est pas très long, on les a, comme vous avez vu, il y a à peu près une dizaine de circonscriptions, même pas par département, donc on rentre ça
assez vite. Les données privées, quelques flux, mais je n'en ai pas montré là. J'ai justement des données sur la religion. J'ai utilisé les données de l'IFOP pour voir si les cartes de religion restaient un peu les mêmes. Mais c'était on a fait un petit livre avec Jérôme Fourquet qui s'appelle La religion dévoilée, parce que c'est un gros thème. Et l'idée, c'est des données de l'IFOP. Donc, l'idée est que dans chaque enquête de l'IFOP, vous avez une question sur la religion, en fait. Mais elle n'est pas ensuite donnée, mais ils le font. Il y a des questions standards comme ça, pour que ça permet un peu de vérification. Donc, on a mis 50, c'est des enquêtes de 1000 personnes. Donc, on a mis 50 enquêtes ensemble de la même année, 2013. Et pour chaque personne interrogée, on avait la localisation à la commune. Donc, on avait 50 000 points. Et donc là, on a pu faire des cartes, mais ça, c'est des données privées. Vous voyez, là, j'aurais pas travaillé avec Fourquet, que j'aurais pas eu accès, peut-être en demandant. Mais je me méfie un peu des données des données d'enquête, hein, parce que les passations d'enquête maintenant, vous savez, c'est par Internet ou par téléphone, les taux de refus sont très importants. Donc, on n'a pas un échantillon très sûr. Quelquefois, ça marche, c'est pas trop biaisé, mais pas toujours. Donc, j'ai tendance à ne pas prendre. Les données sur lesquelles j'aimerais un jour peut-être travailler, mais c'est compliqué, c'est les données d'Internet. Maintenant, il y a pas mal de personnes qui travaillent sur les données Internet. Je les ai utilisées une fois pour les gilets jaunes, parce que j'ai utilisé une donnée qui m'a été fournie par le service de statistique du journal Le Parisien, parce qu'ils avaient compté, mais ça je ne sais pas le faire, ils avaient compté quel était par département le nombre de personnes qui avaient dit la veille de la première grande manifestation des Gilets jaunes, hein, qui devait être un 18 novembre, les nombres de personnes qui disaient qu'elles manifesteraient. Alors, elles n'avaient pas forcément manifesté, mais c'était quand même une bonne approximation. C'était la veille. Et ils ont publié d'ailleurs les données, mais ils ont mis les chiffres globaux par département. Alors bien sûr, il y en avait beaucoup qui disaient manifester pour le département, par exemple pour Lyon, et puis très peu qui disaient pour dans la Haute-Marne dont j'ai parlé. Mais c'est une question de population, donc là c'était simple pour moi, j'ai divisé par la population, et là il y a une carte qui est apparue formidable, qui était la carte c'était donc là où il y avait la plus forte proportion de gilets jaunes dans la population. Et c'était la carte des zones qui se dépeuplent, qui sont très peu peuplées en France, qu'on appelle la diagonale du vide. Et donc, ça donnait là aussi la possibilité d'une explication, qui est d'ailleurs simple. C'est toutes les régions où, ensuite, j'ai fait des papiers là-dessus, mais où l'usage de la voiture est absolument essentiel, parce que c'est pas qu'il y ait moins de services par habitant, mais on est loin de ces services, on est loin du médecin, de la pharmacie, et ça coûte cher. Et donc, il y avait là-dedans, quelque chose auquel, à nouveau, les Parisiens du gouvernement n'avaient pas pensé, c'est que la bagnole est quelque chose de très important pour un certain nombre de Français. Si on dit tous, on compromet leur mode de vie, c'est ce qui s'était produit. Donc, vous voyez que là, il y avait une donnée fonds privé qui avait été, mais elle avait été recueillie par le Parisien. Mais je ne sais pas recueillir directement les flux Internet. J'ai un peu essayé, mais c'est quand même assez différent de ce que je fais. Il y a aussi une question à distance. Pardon, quelqu'un d'autre voulait poser une question? Avec les cartes et les statistiques, c'est surtout quantitatif, mais est-ce que parfois vous faites des enquêtes qualitatives pour confirmer le lien entre les cartes, ou bien c'est surtout quantitatif l'enquête? Non, c'est toujours quantitatif pour une carte. Il faut toujours que j'ai un point de départ quantitatif, quel qu'il soit. Je peux pas, surtout à la façon dont, quand on travaille à un niveau fin, comme vous l'avez vu, c'est pas. Alors de temps en temps, vous avez vu dans les réponses que j'ai faites, de temps en temps, oui, ça va dans le sentiment que j'avais qualitatif, mais je ne me sers jamais, non, je me sers jamais parce que qu'est-ce que c'est qu'une donnée qualitative pour faire une carte, vous voyez? Dans le sens où pour faire les liens entre les cartes, est-ce que vous vous reposez surtout sur la ressemblance des cartes, ou bien est-ce que
C'était l'enquête dans le sens questionner les gens concernés c'est comme ça que je vois. Non, je suis sur toute la France, hein, donc, Non, donc même si, ouais, c'est vrai que le qualitatif, ce n'est jamais objectif. Non, mais c'est surtout, si vous voulez, le qualitatif peut être très intéressant pour comprendre pour comprendre comment un phénomène se produit. Donc, j'utilise des travaux qualitatifs d'autres chercheurs ou d'autres auteurs, mais à un moment donné, quand il faut faire la carte, pour l'interprétation, bien sûr que je vais me servir de choses que je connais. Mettons, bon, cette histoire de la diagonale du vide, elle est qualitative, elle n'est pas définie très précisément, mais il faut que j'ai les valeurs commune par commune ou département par département. Ensuite, bien sûr, au fond, le qualitatif va guider mon interprétation, même dans des exemples que j'ai donnés, mais en aucun cas il va me permettre de tracer une carte. C'est pas. En fait, c'était surtout pour les explications qui accompagnaient les liens qui étaient faits. Oui. Bah, vous avez vu le qualitatif, par exemple, dans le dernier exemple que j'ai donné, c'est le fait que Pérou ait rejoint et se soit rallié à Macron en janvier 2017. Voilà, ça c'est du qualitatif. Il n'y a pas de chiffre derrière cela. Mais ensuite, bien sûr, je l'exploite quantitativement, mais bien évidemment pour un certain nombre d'hypothèses que j'aurais, ou bien un certain nombre d'intuitions au bout des cartes vont se fonder sur du qualitatif. Quand j'ai parlé de la pauvreté des paysans bretons, c'est du qualitatif. Là, c'est pas le taux de pauvreté des Bretons à cette époque. Je me suis dit, on doit pouvoir l'avoir, il irait dans mon sens, mais j'en ai pas là besoin. Mais ça vient, vous avez raison de le dire, mais ça vient en renfort de l'interprétation. Ça ne vient pas du tout ça n'intervient pas pour le tracé de la carte. Oui, je me demandais pourquoi il n'y avait pas de représentation des territoires d'outre-mer. Ah, j'ai mis la Corse déjà, hein. Et ça ne sert pas à grand-chose, vous savez. Parce que c'est des histoires totalement différentes. Il faudrait un travail sur les Antilles, un travail sur la Réunion, qui a une histoire entièrement différente, sur la Guyane, entièrement différente. Donc, je ne peux pas raccrocher l'histoire des territoires d'outre-mer du point de vue de ce que je vous ai montré. Ça marche pas. Par exemple, même le rapport que je vous ai montré entre, par exemple, le vote Le Pen, l'immigration, la pauvreté, ça marche pas du tout. C'est autre chose. C'est vraiment un monde différent, un monde différent historiquement, socialement. Donc, ça nécessiterait un travail. Il faut, pour la carte fonctionne, il faut qu'il y ait une continuité géographique. Donc, quelquefois, ce que j'ai fait, c'est étendre vers l'Italie du Nord, vers la Suisse ou vers la Belgique. Et encore, j'ai fait pour des cartes de structure familiale, j'avais étendu vers l'Espagne, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est déjà très difficile parce que les statistiques sont pas les mêmes dans les différents pays. Mais il y a quand même une continuité territoriale, mais avec l'outre-mer, malheureusement, non. Donc, je sais bien, on montre, les cartes souvent sont montrées parce qu'il faut tenir compte de tout. Quand la carte est faite uniquement pour un contenu, donner une information, oui, il faut mettre l'outre-mer, mais dans ce que je fais, cette information serait, elle apporterait presque rien. La Corse est déjà un problème, hein, si vous alors pour une autre raison, mais qui est un petit peu aussi un outre-mer, c'est aussi la qualité des données. Les gens de l'INSEE avaient une formule autrefois. Ils disaient, sur le continent, on passe le recensement. En Corse, on négocie le recensement. Les chiffres ne sont pas les mêmes. Il y avait une question à distance aussi, je crois qu'elle était multiple d'ailleurs. Question faite de Clémentine Fernandez. J'ai une petite question. Comment trouvez-vous les sujets à traiter ou à comparer entre eux? Elle suggère, est-ce purement de l'intuition? Traitez-vous les sujets par thématique? C'est très ouvert, hein.
C'est en recoupant les informations qu'on peut vraiment analyser les données. Comment choisissez-vous lesquelles associer en fait? Oui, je touche à beaucoup de sujets quand même. Donc, puisque c'est un atlas, bon, j'y arrive pas forcément, mais je cherche à avoir une certaine exhaustivité. Et donc, vous avez vu, mettons, par exemple, j'ai montré pour comment a varié la répartition dans l'espace des cadres, mais aussi des ouvriers. Mais dans ce cas-là, j'ai aussi dans la classe, j'ai aussi des artisans, j'ai aussi qu'est-ce que j'ai, les classes moyennes aussi. Bon, euh, oui, il y a quand même un atlas demande une certaine exhaustivité. Mettons pour la démographie, ben il y a vous avez vu la fécondité, mais j'ai aussi des cartes sur le niveau de mortalité qui est intéressante, hein, commune par commune. Et puis j'ai aussi des cartes sur les migrations. Alors bien sûr, vous en avez vu une, mais j'ai les migrations internes, par exemple en France. Donc vous voyez, c'est tous les chapitres de la démographie. Puis vous avez vu les jeunes, les vieux. Donc c'est pas exhaustif. Il me manque bien sûr beaucoup de choses, mais dans l'ensemble, je cherche à couvrir le maximum de sujets, même des sujets sur lesquels j'aurais pas, bon, forcément des explications faciles à faire, mais donc simplement pour compléter. Mettons la carte des artisans est très intéressante, mais ça m'emmènerait un peu plus loin. Mais la carte ce que l'INSEE appelle les professions intermédiaires, qui sont les classes moyennes, c'est-à-dire les techniciens, les contremaîtres, les infirmiers, voilà. Bon, c'est une carte qui n'a pas grande signification, donc bon, mais je l'ai quand même donnée pour compléter, pour être presque exhaustif. Donc, la carte des migrations intérieures, j'aurais pu vous la montrer parce qu'elle est contre-intuitive, elle aussi. Mais là, bien sûr, j'avais fait les migrations externes, mais c'était aussi bon de savoir comment on se déplace sur le territoire. Et donc j'ai fait une série où j'ai les migrations, c'est-à-dire la différence entre les personnes qui sont arrivées dans une commune et celles qui sont parties. La commune s'appelle le solde, et donc il est en plus ou en moins. Et au départ, même avec l'exode rural, c'est très simple. En moins, c'est dans les campagnes. En plus, c'est autour des grandes villes. Il y a une carte très simple. Et puis, ça évolue. Et maintenant, la carte est totalement surprenante. C'est au nord les soldes sont tous négatifs, pratiquement, au nord d'une ligne qui est à peu près disons, qui est à peu près Saint-Malo-Genève. C'est un peu au sud. Et ils sont positifs presque partout au sud. Donc, les Français ont tendance à aller vers le sud. Et c'est paradoxal en ce sens que, par exemple, le département qui a l'ancienne région qui a le plus fort solde migratoire positif, qui reçoit le plus de personnes par rapport à ceux qui s'en vont, c'est le Languedoc-Roussillon. Et c'est le département la région qui a le plus fort taux de chômage. Donc, les économistes s'arrachent les cheveux, si vous voulez, parce que pour eux, donc ça vous montre qu'il se passe quand on prend les données géographiques, il se passe souvent autre chose que ce qu'on pourrait prévoir a priori. Alors, pour répondre à une autre question, quelque part, je savais que ça pouvait se produire parce j'avais travaillé sur ces questions bien avant, mais globalement, il y avait des articles en anglais un Marshak, d'un anglais dans les années 30 qui montraient la même chose en Angleterre, mais il ne le montrait pas avec des cartes, il montrait avec des chiffres. Donc, vous voyez, assez souvent, c'est ça aussi, c'est parce que si une chose me surprend un peu, je peux me raccrocher à de la littérature, comme on dit. Mais donc, vous voyez, sur cet aspect démographique, sur l'aspect politique, même chose. C'est des chapitres, c'est pas des chapitres, il y a des doubles pages rapides, mais j'ai tenté de couvrir le spectre politique, donc de couvrir la gauche, la droite, Macron, l'extrême droite, et puis j'en ai rajouté un peu parce que les cartes étaient intéressantes sur ce que j'ai appelé la droite dure, c'est-à-dire, on la voit actuellement à l'heure, mais là je suis un précurseur, mais c'est-à-dire de Villiers, Fillon, etc. C'est clair, parce qu'il y a une cartographie très particulière de ces, de, de ces hommes politiques. Hein, donc voilà un peu, donc la réponse c'est plutôt qu'un choix, je cherche à être exhaustif. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je voudrais juste tout court
Euh, le dernier livre de Piketty, et je me souviens plus de la co-autrice, oui, et Cazé, voilà. Est-ce que il a pu se nourrir de vos travaux ou vous avez pu vous nourrir de leur. Vous touchez un sujet épineux. Parce que, non, parce que un an avant, l'année dernière, j'avais publié un livre assez gros au Seuil, dont le sous-titre c'est La formation des courants politiques de 1789 à nos jours. Donc, qui est maintenant en livre de poche. Où j'ai regardé comment, j'ai regardé à un niveau très fin comment c'était développé, de plus anciennement qu'on puisse, depuis notamment les élections de 1848 et 1849, comment s'était développé l'espace politique français. Donc j'ai une théorie, vous avez parlé du mot anthropologique, c'est-à-dire une théorie où je montre qu'il y a des effets de proximité qui sont extrêmement importants, que je mets en évidence il y a peut-être 150 cartes. Et là, ce livre n'a pas eu grand succès. Donc, le livre de Piketty est apparu, mais il a une théorie totalement inverse. Il a une théorie sociale. C'est justement, il me cite gentiment, hein, mais oui, ben oui, il a écrit après moi. Mais c'est bon, c'est un économiste quand même, hein, donc il ramène ça à des structures sociales et tout. Alors justement, ce que je montrais, mais ça fait très longtemps, je montrais que on peut pas, enfin pour moi, on peut pas comprendre les résultats électoraux indépendamment de questions qui sont des questions anthropologiques, des questions de vie locale, des questions d'entourage. Je vais vous donner un exemple qui m'avait déjà amené. Alors ça, c'était pas les économistes. J'avais fait un livre il y a très longtemps avec Emmanuel Todd et le livre s'appelait L'invention de la France. Et donc, on avait des cartes qu'au niveau des départements à l'époque. Et on avait fait une carte où on avait on avait mis deux cartes sur la même page. Une qui était les 30 départements qui avaient le plus voté pour le Parti communiste en dernière grande élection, qui est 1978. Et puis l'autre, les 30 départements où la proportion d'ouvriers était la plus importante. C'était le thème, les ouvriers, vote PC. Il n'y avait que deux départements communs de distribution. Et on avait titré la carte Parti communiste et classe ouvrière, deux points, le soleil a rendez-vous avec la lune. On s'était bien sûr assassiné par les sociologues, parce qu'ils étaient tous marxisants à l'époque. Mais c'était la réalité. C'était très visible sur la carte. Autrement dit, expliquer le vote du PC par la présence de la classe ouvrière, ça marche pas. En revanche, c'est vrai que les ouvriers votent plus pour le PC, il n'y a pas de doute. Mais prenez par exemple l'Alsace. Le vote en Alsace à l'époque pour le PC, c'était 3%. Mais les ouvriers alsaciens pouvaient voter à 10%. C'est le département qui avait la région qui avait le plus fort pourcentage d'ouvriers, l'Alsace. Les ouvriers, mettons, votaient à 15%, et puis les non-ouvriers à 2%. Donc les ouvriers votaient plus. Et puis prenez le Limousin, prenez par exemple la Haute-Vienne. Alors là, c'était des départements très communistes. Les ouvriers votaient à 60% et les non-ouvriers, notamment les paysans, qu'on appelait les paysans rouges, à 30%. Mais à chaque fois, les ouvriers votaient plus que les autres. Mais l'important, il y avait bien sûr important de savoir qu'ils votaient plus que les autres, mais il était important de savoir que il y avait une très forte différence qui était régionale, qui était, mettons, dans le cas que je cite, entre l'Alsace et le Limousin. Et c'était d'autant plus étrange que pas seulement le Limousin, oui, notamment la Creuse, c'était le département qui avait la plus faible proportion d'ouvriers en France. Et ils votaient, c'était le 5e ou 6e vote communiste. Et l'Alsace, au contraire, comme je vous l'ai dit, c'était la plus forte proportion d'ouvriers, ils ne votaient pas. Alors il y a des raisons historiques dans les deux cas qui sont très anciennes. Mon travail, si vous voulez, par rapport à celui de Piketty, c'est justement de m'intéresser à cet aspect, de m'intéresser à déterrer pourquoi il y a cette différence entre l'Alsace, le Limousin, et puis aussi la Bretagne, etc., à l'intérieur de la Bretagne. Le travail de Piketty, c'était plutôt celui de ouvrier contre non-ouvrier. Donc, il a raison aussi. Mais c'est un autre aspect. Je dirais que c'est un aspect
si je veux faire une critique plus banale, c'est-à-dire je pense que l'aspect que je mets en évidence et aussi parce qu'il y a une grosse différence entre nous deux, c'est qu'on est de la même école en plus, hein, c'est pas, il n'y a pas du tout de rivalité entre nous, mais je pense qu'il y a une différence, c'est que je pars du local, c'est pour ça que je pars de communes, quelquefois même plus fin des iris. Lui, il part du global. Donc, on a deux démarches qui sont très différentes. Et le local, vous l'avez dit, le local, ça vous amène à l'anthropologie. C'est au sens général de quels sont les rapports immédiats qu'ont les individus, quelles sont leurs relations directes. Et puis, si on part du haut, ben, c'est plus de la sociologie, c'est la sociale, donc c'est des groupes et tout. Mais les deux approches donnent des résultats, mais elles sont très différentes. Je sais pas si, mais du coup, non, autour de ça, pour moi, il y a la conclusion qui est celle du livre à laquelle vous arrivez. Parce qu'en fait, le livre, ça se relie pour moi un peu à la question qui était posée. Et puis après, pour arriver, peut-être, enfin, dans mon esprit, ça se relie aussi à la question de l'approche qualitative. C'est le livre, il est construit, c'est l'atlas des inégalités au pluriel. Et puis, à la fin, vous dites, mais finalement, en fait, on voit, enfin, ce que vous dites que le livre, enfin, le travail montre, c'est que les inégalités se renforcent entre elles. Vous dites, elles font boule de neige. Et donc, à la fin, vous dites, il y aurait presque du sens à parler plus de l'inégalité au singulier que des inégalités au pluriel. Donc, moi, je trouve ça vachement intéressant. Et je trouvais que ça me rapprochait aussi et je me demandais du coup si cette idée de finalement, il serait intéressant de regarder ce que vous avez regardé, mais en regardant ça comme un objet qui serait l'inégalité, et vous dites qu'il y a du coup l'inégalité composée de différentes dimensions qui sont celles, etc. Je me demandais, est-ce que du coup, pour vous, ou dans votre champ ou en démographie, ça ouvre à des approches autres? Enfin, qu'est-ce que ça voudrait dire finalement que de reprendre ou d'aborder finalement les questions par cet angle-là, c'est-à-dire en disant l'inégalité au singulier, composée de différentes dimensions. Et c'est vrai parce que ça m'évoquait, effectivement, je me demandais s'il y avait des choses du coup du côté d'approche explicative, du coup de méthodes qualitatives, etc. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a des travaux, est-ce que vous, ça vous a emmené vers d'autres choses? Est-ce qu'il y a des travaux démographiques? Oui. J'ai donné un exemple quand je vous ai montré, mais c'était très rapide, mais la carte, il y avait la carte du chômage, la carte des jeunes sans diplôme, la carte des familles monoparentales, la carte de la pauvreté, la carte des inégalités locales. Et elles se ressemblaient toutes. Et je pense, je dis à un endroit, je dis, elles font système. Donc et c'est là qu'on peut parler. Il y a une inégalité, chacune est une des facettes de cette inégalité. Mais le qualitatif, oui, si l'explication est au fond relativement simple et elle passe souvent par des données quantitatives malgré tout, c'est que quand vous êtes sans diplôme, un jeune sans diplôme, le taux de chômage est beaucoup plus élevé. Donc c'est assez logique que dans les communes ou les départements où il y a beaucoup de jeunes sans diplôme, et il y a des différences très fortes. Hein. On passe du simple au triple en proportion. Eh bien, il y a plus de chômage. Là, il y a une logique. Quand il y a du chômage, ça fragilise les familles. Donc, vous avez plus de familles monoparentales. Et du coup, vous avez plus de pauvreté. Les pauvres. Alors, à nouveau, c'est pas vraiment du qualitatif, mais on sait par exemple que le taux de pauvreté dans les familles monoparentales, je crois que c'est 36%, alors que le taux de pauvreté moyen doit être de 10-11%. Donc donc du coup, la carte de la pauvreté, et tout ça, ça renforce et s'entretient, et du coup, les inégalités aussi sont plus grandes là où on est le plus pauvre, parce que justement, il y a plus de chômeurs, plus de familles monoparentales. C'est en ce sens-là, je crois que je prononce le mot, je dis ça fait système. Donc, est-ce qualitatif c'est une explication, mais en même temps, pour faire cette explication, je suis obligé, vous l'avez vu, de citer d'autres données quantitatives, mais pas à l'échelle locale, mais globale, de dire, voilà, ben, les jeunes sans diplôme, on sait qu'ils sont beaucoup plus souvent au chômage que d'autres, des choses assez logiques, mais là aussi, je préfère quand même à chaque fois m'appuyer sur des données, vous voyez, et
bon, au départ, bien sûr, je me dis, bien sûr, tout ça se tient, puisque les cartes sont assez proches et tout, il y a une logique par derrière. Mais pour aller un peu plus loin, il faut à chaque fois que non, non, il y a une connexion, et cette connexion, je préfère qu'elle soit, plutôt que de le dire, ça vous paraît un peu évident quand je le dis, mais je préfère qu'il y ait au moins une mesure qui aille avec ceci. Donc, oui, je suis très quantitativiste de ce point de vue-là, mais parce que je le suis, parce que les données sont assez solides. C'est aussi ça qu'il faut voir. On peut, très souvent, on devient plus qualitatif quand on manque de données. Et à ce moment-là, il faut bien faire. C'est pas, faut bien dire quelque chose, il faut bien comprendre quelque chose. Mais dans tous les domaines que je vous ai montrés, ben oui, et vous sentez bien ce que j'ai, la réponse que j'ai faite, c'est parce que de toute manière, pour faire la carte, j'aurais besoin de quantitatif. Donc, dans un atlas, là, je suis coincé, mais sur d'autres travaux que je fais, bon, sur mettons sur le livre sur les retraites, par exemple, il y a beaucoup de qualitatifs, hein, il y a un petit peu de quantitatif, mais justement, c'est un livre pour qu'il soit lisible. J'ai cherché à en mettre le moins possible. J'ai par exemple refusé absolument de mettre le moindre tableau de chiffres. Il n'y a pas de tableau de chiffres, hein, mais il y a des raisonnements qui sont bons, qui sont quantitatifs, qui sont quelquefois, c'est des exemples qui sont donnés. Alors, c'est complètement du quantitatif, mais c'est pas seulement de la donnée. Mettons, je reconstitue quelle peut être la retraite d'une personne selon son parcours, mais c'est une personne qui est les éléments qui nous servent sont les éléments c'est une sorte de simulation. C'est je prends des éléments, elle a eu 3 enfants, elle a changé, elle a eu tant et tout, donc elle aura tant de retraite. Donc là, j'évolue vers le qualitatif. Oui, une question. Euh, oui, en fait, j'ai une question parce qu'effectivement, avez-vous une idée de quelles sont les personnes qui vont utiliser justement tout le travail que vous menez? Avez-vous un retour? Vous parliez pas mal effectivement, de gouvernement, enfin, peut-être d'organismes. Euh, Avez-vous justement une idée un peu précise ou pas du tout? Enfin, voilà, c'est une question. Non, c'est pas une idée précise, j'ai une idée qualitative. Non, c'est varié, je crois pas beaucoup pour ne rien vous cacher, il y a des ministres qui demandent à me recevoir de temps en temps, donc bon, ça sert à rien, à mon avis. Je suis désolé de le dire, peut-être qu'il fiote un petit truc. Quelquefois, ils me proposent des données, d'ailleurs. Mais bon, non, là, je vois, il y a celui qui s'occupait des réseaux du numérique et tout, qui m'avait proposé des données de couverture du territoire et tout ça, mais bon, j'ai pas donné beaucoup de suite. Sinon, oui, il y a plutôt des associations aussi, mettons sur la question de migration, je suis quand même sollicité, mais l'influence qu'on a, il faut pas se faire d'illusions, elle est extrêmement faible, hein. C'est pas bon. Mon idée que ça infuse, mon idée aussi est que euh, il faut arriver à justement par des associations à toucher des personnes qui sont déjà un peu mobilisées, vous voyez, mais qui peuvent elles-mêmes servir de relais. Mais sinon, non, sinon il y a quand même une très grosse distance entre ce qu'on cherche et je dois dire de plus en plus, mon livre sur les retraites le monde, c'est entre ce qui est entre ce qui est devenu de façon très générale ce qu'on appelle des éléments de langage, c'est-à-dire c'est de la communication, ça ne repose plus sur les données. Mon expérience sur cette affaire de retraite est terrible. Si vous voyez le livre, c'est vraiment quelque part désolant la manière dont ça s'est produit et la manière dont ça s'est conclu. Il n'y a aucune rationalité sérieuse, il n'y a aucun bilan sérieux même. Et au contraire, j'ai plutôt justement dans celui-là, bon, c'est plus général, mais j'ai tout de suite eu dans le livre sur les retraites un tir de barrage pour dire mais non, il s'est trompé là, mais non, bon, il y a toujours des petites erreurs dans un bouquin, mais là j'ai bien senti qu'il fallait pas vraiment toucher à ça. Oui, donc c'est plutôt l'effet inverse, mais je pense on peut avoir une petite influence sur des sujets très précis.
Et j'ai eu il y a une fois dans ma vie, j'ai eu ce sentiment. C'était pour, à un moment donné, c'est sur une question qui est celle des statistiques ethniques. Et Sarkozy voulait introduire des statistiques ethniques en France. Et il avait nommé une commission pour la COMED pour étudier cette possibilité. Mais alors, dans la commission, il y avait des administratifs. Il y avait sur 30 membres, il y avait seulement 3 qui étaient des sciences sociales, donc, et aucun anthropologue. Donc, ce que j'ai fait, il se trouve que de temps en temps, je travaille avec, j'avais travaillé à l'époque avec Elisabeth Badinter, philosophe, et donc on a monté tous les deux une commission alternative. Et cette fois-là avec des sociologues, des anthropologues, des juristes, notamment des bons juristes. Et, et puis, c'est facile de faire une commission alternative. J'avais à l'époque mon labo, donc il y avait une salle de réunion, on se réunissait, on avait un secrétariat, et on a auditionné les mêmes personnes que la commission officielle. Comme ça, et donc, on a fait un rapport qui a un titre un peu dur, qui a été publié par les éditions de l'Aube, qui s'appelle Le retour de la race. Et la commission officielle n'est pas arrivée à se mettre d'accord. Donc, notre contre-rapport a existé avant leur rapport. Donc, du coup, leur rapport est devenu un contre-contre-rapport. Ben oui, parce que et puis, donc ça foirait de plus en plus chez eux. Et là-dessus, Sarkozy s'est énervé. Ça durait depuis 9 mois. Et il a décidé de lancer, certains s'en souviennent, le débat sur l'identité. Le grand débat sur l'identité, qui était en radical, comment dire, qui court-circuitait la chose. Et du coup, il a demandé à la commission officielle de rendre son rapport le plus rapidement possible. Donc là, je pense que du coup, il n'y a pas eu de statistiques ethniques en France. Alors, ça revient périodiquement avec cet argument, mais si on savait qui étaient les noirs, les blancs, les rouges, les verts, eh ben à ce moment-là, on pourrait mieux lutter contre les discriminations. Complètement idiot. Les États-Unis qui font des statistiques ethniques depuis 2 siècles, on peut pas dire que la situation soit bien brillante. Donc, c'est complètement idiot. C'est un raisonnement simpliste. Et au contraire, ça renforcerait les communautés d'avoir à s'identifier. Et en plus de ça, quel groupe choisir? C'est n'importe quoi. Par exemple, aux États-Unis, il y a un groupe blanc, white, les anciens caucasiens. Ben, les Maghrébins, les Arabes sont dans le groupe white aux États-Unis. Donc en France, ça mènerait à discuter. Parce que là, il y aurait une grosse partie de ceux qu'on voudrait monter du doigt qui seraient blancs comme les autres. Voilà. Donc c'est n'importe quoi ça. Mais oui, c'était un sujet qui était quand même relativement limité. Il y avait un dispositif qui était cette commission alternative. Il y avait donc ça. C'est la seule fois où j'ai senti que ça avait marché, parce qu'on les a quand même, la commission officielle a quand même été bloquée. Donc, alors que Sarkozy, au début, il voulait vraiment, il dépressait qu'ils aillent plus vite et tout, mais les autres hésitaient de plus en plus. Alors, il faut tout un dispositif. On avait un espion qui était dans la commission officielle, forcément, hein, parce que sinon, on pouvait pas. Ben, oui, donc, mais là, on peut, mais sur d'autres, mettons sur le sujet bon, on peut espérer qu'il y ait un peu plus d'infos, que les gens s'informent un peu plus, y compris dans les décideurs, sur on peut espérer, mais j'ai pas de trace non, il n'y a pas de retour dans un cas comme ça. Et sur le sujet plus large, on le voit actuellement sur les sujets de l'immigration, c'est cette désolance qu'on voit. Bon, ça fait des années quand il y a des chiffres formidables qui sont donnés par l'INSEE, il y a des discussions, il y a des tas de gens qui connaissent bien le sujet. Quand j'entends le niveau c'est atterrant quelque part. Quand vous pensez qu'ils sont en train de se disputer pour savoir si on va donner un permis de 1 an à 7000 personnes qui sont au travail depuis longtemps. Vous avez suivi ça, hein, les sans-papiers dans les métiers. 7000 personnes comme ça. C'est quand même, c'est uniquement des postures. Donc, vous voyez, ils s'en foutent complètement que je leur montre quels sont les problèmes, comment la migration augmente, diminue, etc. Il y
il y a des données énormes sur ce sujet-là, il y a des très bons livres, il y a tout ce qu'il faut. Depuis, ça n'a pas changé depuis. Quand j'ai fait, je vais terminer par une anecdote, quand j'étais jeune chercheur, la première conférence qu'on m'a demandé de faire, c'était les planteurs de tabac de la Dordogne avaient demandé si l'INET pouvait leur envoyer un démographe pour parler de la population. Donc, j'y suis allé, j'ai parlé de la population, puis j'ai parlé, déjà, on parlait d'immigration. C'était l'époque où le slogan de l'extrême droite, c'était 1 million d'immigrés, 1 million de chômeurs. C'était donc, grosso modo, c'est à cause du million d'immigrés qu'il y a 1 million de chômeurs. C'est un peu changé, quelquefois ça réapparaît un peu, mais bon. Et donc, bon, j'ai expliqué que ça correspondait pas au même métier, que bon, tout ça, classique. Et première question, c'était un planteur de tabac, il dit, bon, c'est bien beau, là, tout ce que vous nous avez dit, mais enfin, qu'est-ce qui a crevé les pneus de ma voiture hier soir? Que je passe, hein. Bon, bah, on est au même niveau actuellement, 40 ans plus tard. Non, je te regarde. Enfin, c'est toi qui. Oui, là, je crois que ça va être l'heure Je pense que personne de ne nous se quitter. connecter. Donc, merci beaucoup, vraiment formidable pour toutes ces explications. Et merci à tous d'avoir participé à cette soirée. Je voulais vous préciser que cette rencontre était enregistrée. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et donc, il sera mis sur le portail de la sur le site de l'école. Et donc, nous aurons une prochaine invitation. Mais pour le moment, c'est un peu dans le flou, pour vous le dire. J'ai quelques pistes. Nous avons quelques pistes entre peut-être un film, un réalisateur de vidéo viendra peut-être montrer quelque chose. Nous avons plusieurs pistes. Un éditeur qui viendra aussi. Je vous en dirai davantage, hein. Les dates sont pas vraiment arrêtées, mais avec grand plaisir, on se retrouvera autour de cette table. Et merci encore, vraiment, à Hervé. Merci.